et bienvenue à cette troisième séance d'exercice guidé en ligne qui vient à l'appui de la quatrième séance du cours d'introduction à la physique quantique. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au formalisme de Dirac. Notre objectif, au cours de cette séance, est d'apprendre à manipuler la notation de Dirac et de rappeler les principaux concepts et théorèmes d'algèbre linéaire sur lesquels s'appuie la théorie de la physique quantique. Cet exercice se compose de 4 parties. La première est dédiée à la notion de vecteur en notation de Dirac, notation utilisant les bras et les quêtes. La seconde partie aborde les notions d'opérateurs et d'observables, tandis que la troisième s'intéresse aux moyennes et aux écarts-types. Enfin, la dernière partie concerne la commutation entre opérateurs. Considérons donc 3 quêtes U1, U2 et U3 formant une base orthonormée d'un espace de Hilbert. Par définition, les quêtes sont des vecteurs colonnes qui peuvent s'écrire sous forme matricielle, c'est-à-dire de cette façon pour nos vecteurs unitaires. Un quête quelconque, psi, dont la décomposition sur la base U1, U2, U3 serait celle-ci, aurait alors l'écriture suivante. De la même façon, le pendant du quête est le bras, dont il n'est autre que le conjugué hermitique. Il correspond, quant à lui, à un vecteur ligne. Nos vecteurs unitaires prendraient alors ces formes. Reprenons maintenant notre quête psi quelconque. Le bras s'obtient très facilement à partir du quête en prenant les complexes conjugués des scalaires et en remplaçant les quêtes de la base orthonormée par les bras correspondants. En fait, matriciellement parlant, prendre le conjugué hermitique d'une expression, qu'il s'agisse d'un nombre, d'un vecteur ligne ou colonne ou d'une matrice, revient à prendre le complexe conjugué de la transposée de l'expression. Dans le cadre de notre exercice, les quêtes psi et phi et les bras correspondants peuvent donc s'écrire ainsi. Dans un premier temps, nous allons chercher à montrer que le produit scalaire de psi par phi est nul, quelles que soient les valeurs de alpha et de bêta. Ce produit scalaire, en notation de Dirac, revient à faire le produit de matrice suivant, produit dont le résultat vaut bien 0, quelle que soit la valeur des coefficients alpha et bêta, ce qui indique que les vecteurs psi et phi sont des vecteurs orthogonaux, quels que soient alpha et bêta. Attention toutefois, le fait que les vecteurs soient orthogonaux pour tout alpha et tout bêta n'indique pas qu'ils soient normés. Pour avoir cette indication, il convient de calculer la norme de ces vecteurs, ce que nous allons faire à présent. Pour qu'un vecteur soit normé, il doit vérifier cette égalité. Connaissant les matrices associées aux bras et quêtes psi et phi, on peut réécrire cette égalité qui prend alors cette forme pour chacun des deux vecteurs. Si nous souhaitons que nos deux vecteurs soient normés, alpha et bêta devront donc vérifier ces équations, ce qui nous donne finalement les solutions suivantes pour alpha et pour bêta, où l'exponentielle complexe correspond à des termes de phase. Dans la pratique, s'il n'y a pas de conditions additionnelles, il est toujours possible de se placer dans des conditions initiales de sorte à avoir une phase de 1. Cela nous permet d'obtenir pour les coefficients recherchés des valeurs réelles pures, ici 1 sur racine de 3 et 1 sur racine de 2. Au final, les quêtes psi et phi s'écrivent donc ainsi. Nous avons montré que les quêtes phi et psi étaient orthogonaux. Nous venons de les normer. Tentons à présent de fabriquer un troisième quête, le quête xi, afin qu'il forme avec les deux quêtes précédents une base orthonormée. Ce quête devra vérifier les 3 relations suivantes pour satisfaire les conditions de normalisation et d'orthogonalité. Posons donc que xi soit égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda 3 U3. Le fait que le quête xi doive vérifier les conditions d'orthogonalité et de normalisation impose au coefficient lambda d'être solution de ce système de 3 équations à 3 inconnus. Moyennant quelques calculs, nous pouvons réécrire ce système sous la forme suivante, où l'équation 3 nous donne accès aux valeurs possibles de lambda 3. Fidèles au principe visant à conserver la solution la plus simple, nous choisirons à nouveau de nous placer dans les conditions d'une phase égale à 1, ce qui nous donnera une valeur pour lambda 3 de 1 sur racine de 6. En utilisant cette valeur, dans les équations 1 et 2, on retrouve les valeurs des autres coefficients lambda, ce qui nous donne finalement l'expression suivante pour le quête xi. Nous allons à présent voir comment agissent les opérateurs sur les bras et les quêtes. Pour cela, considérons à présent une base orthonormée d'un nouvel espace de Hilbert constitué des vecteurs unitaires U1 et U2. Considérons également deux quêtes psi et phi normées et collinéaires aux vecteurs suivants. Alors, psi et phi vérifient les équations que voici, où alpha et bêta sont des coefficients permettant la normalisation des quêtes.
Pour avoir accès aux expressions de psi et phi en notation de Dirac, il va nous falloir déterminer ces coefficients en calculant la norme de psi et de phi et en posant qu'elle soit égale à 1. Ce calcul, très facile à faire, nous donne rapidement ces résultats. Les expressions matricielles de phi et de psi sont alors celles-ci, tandis que leur notation de Dirac prend cette forme. On nous donne à présent un opérateur grand A. Sa représentation matricielle dans la base U1, U2 est la suivante, matrice que l'on appellera également grand A. Dans le formalisme de Dirac, une des propriétés des opérateurs linéaires est de pouvoir s'écrire sous forme d'une combinaison linéaire d'opérateurs de cette forme, où I et J valent 1 ou 2. La forme de la matrice grand A, puisque ces coefficients correspondent à la projection de l'opérateur sur les vecteurs de la base U1, U2, nous donne directement l'expression de l'opérateur grand A en notation de Dirac. Il est alors très simple de calculer les coefficients U1 à U1 et U1 à U2 en utilisant ces notations de Dirac et les propriétés des vecteurs orthonormés U1 et U2. En effet, grâce à la notation de Dirac, le coefficient U1 à U1 prend la forme suivante. U1 et U2 étant des vecteurs unitaires orthogonaux, le produit scalaire U1, U1 vaut 1 et le produit scalaire U2, U1 vaut 0, ce qui permet de simplifier notre expression. Au final, on trouve que le coefficient U1 à U1 vaut 0. De la même façon, le calcul du coefficient U1 à U2 nous donne un résultat de moins 2i. On reconnaît là les coefficients de la matrice grand A.